devait faire la présentation à ce moment-là, ne peut pas venir pour cause de Covid. Il nous a donc envoyé un petit texte que je vais présenter, que je vais lire du coup, en montrant donc des peintures qu'il a pu mettre en page sur un diaporama. Du coup, Marc, c'est bon? Je vois l'occupé. Donc, je vais lire ce texte. Des fois, je parlais à la première personne parce que c'est David donc, qui a écrit ce texte à la première personne. Donc, image de la mer. Sans couleur, sans odeur et sans saveur, l'eau est mystérieuse de transparence. Sa contemplation et les transcriptions artistiques que j'en ai fait m'ont appris que l'eau a des caractères propres que l'on peut déceler par leur manifestation. Pour cette intervention, je voudrais aborder 2 sujets. Le méandre, la différence entre écoulement torrentiel et écoulement fluvial. Et en plus des témoignages graphiques liés au travail « Le Rhône est plus grand » et la forêt de Boscon, j'aurais souhaité donner un témoignage littéraire de l'esprit du fleuve avec la lecture d'un extrait de « Malicroix » d'Henri Bosco. Méandre. Les ruisseaux, comme les fleuves, ont tracé un naturel très déterminé, sinueux. On pourrait penser de manière naïvement rationnelle que c'est la pente et le relief qui sont les causes uniques des zigzags, des courbes et des méandres. Mais une étude plus attentive montre que l'on retrouve les mêmes formes et les mêmes proportions pour un ruisseau comme pour un grand fleuve. C'est ce qu'a montré l'hydrologue Luna B. Leopold en 1960, en prenant en exemple le Duck Creek, un ruisseau de Wycoming de 2,50 mètres de large, la New York River, rivière du Wycoming de 18 mètres de large, et le Mississippi à Pointe-Bise, le fleuve de Louisiane de 1100 mètres de large. D'après lui, aucune rivière ne parcourt une ligne droite de plus de 10 fois sa largeur. Le rayon de courbure d'un méandre de plaine mesure 2 à 3 fois sa largeur et sa longueur d'onde. Distance, donc la longueur d'onde, entre parenthèses, distance entre 2 points analogues de méandres identiques, mesure entre 7 et 10 fois sa largeur. Ce phénomène de conservation des formes de méandres, Ce phénomène de conservation des formes en méandres a pu passionner les scientifiques qui en ont trouvé 3 explications très différentes. La première, l'explication par la forme centrifuge d'Einstein, qui engendre un déportement de l'eau lui-même érodant le terrain, ce qui produit un courant inverse vers l'autre rive. Deuxième explication, l'explication de la répartition uniforme de l'énergie. Le cours d'eau minimise sa dépense énergique en érodant ses bords de manière à obtenir les courbes les plus uniformes. Troisième explication, l'explication probabiliste. Hermann von Schelling. Le trajet le plus probable d'un cheminement entre 2 points correspond au méandre d'un fleuve. Toutes ces explications permettent de montrer que nos sciences correspondent bien à une réalité sensible. L'eau est également transparente au point de vue scientifique. Cette proportion qui est déterminée est un caractère de l'eau. Elle s'exprime comme les caractères génétiques des plantes ou des animaux. À travers son mariage avec toutes les composantes d'un lieu, le méandre est cette expression. Torrent de Boscodon. Cette intrication entre causes topographiques et nature intrinsèque du cours d'eau, y compris la viscosité qui dépend des particules dont l'eau peut être chargée, est étudiée dans la branche de l'hydraulique nommée écoulement à surface libre. On y distingue l'écoulement torrentiel de l'écoulement fluvial. Lorsque l'écoulement est torrentiel, le courant fort produit par la pente en amont donne sa hauteur du cours d'eau et il est plus rapide que le déplacement des vagues de surface. Lorsqu'il est fluvial, c'est l'aval, c'est-à-dire l'embouchure, qui détermine la hauteur des eaux et le courant est plus lent que les ondes de surface. Les causes externes de manifestation du cours d'eau ne sont donc pas toujours les mêmes lorsqu'il est plus ou moins vif. Au point d'équilibre, c'est-à-dire lorsque le nombre de Froude qui mesure cet état est égal à 1, on assiste à un réseau hydraulique. Le niveau de l'eau augmente brutalement, la vitesse du courant décroît et le torrent produit sa dernière grosse vague, le mascaré.
Le nom de masse carrée est également utilisé pour désigner la dernière vague du fleuve à son embouchure lorsqu'il se mélange à la mer. L'expérience sensible de l'ensemble de ces expressions torrentielles nous renvoie à une conception de l'eau bien plus riche et énigmatique que celle d'une manière inerte, mue par la simple gravitation et les jeux de la mécanique. Ces expressions ne sont pas seulement causées par les chocs et rebonds sur les rochers de la montagne. Il y a manifestement une certaine unité du torrent dans l'espace et dans le temps, bien caractérisée par ses figures et ses séquences. À un endroit donné, ces séquences se répètent inlassablement. L'eau passe, mais les formes dynamiques demeurent. Dans le temps plus lent du cycle annuel, elles changent progressivement avec les saisons et le débit. Elles se transforment lentement, mais on retrouve les figures invariantes correspondant à des dispositions topologiques. On peut collecter ces figures et on pourrait même tenter d'en réaliser un inventaire. Je vais passer donc quelques diapos. C'est l'écoulement fluvial. Lorsque l'écoulement est fluvial, c'est l'aval, c'est-à-dire l'embouchure, qui détermine la hauteur des eaux et le courant est le plus lent dans les ondes de surface. Ce texte se répète un peu. Comme pour le torrent, j'ai répertorié des caractères du Rhône dans le livre « Le Rhône est plus grand » et certains sont exposés ici. Le temps. Le temps montre comme la surface est rapide. Les éclats sont dans la même veine à mettre en relation avec les gouttes du torrent. Hiver. Non, là, on est dans les éclats. Les éclats. Hiver. Montre l'interaction entre le cours d'eau et sa ripisylve, y compris les reflets des arbres dans l'eau. Les limons, la végétation, les animaux et les hommes qui vivent au bord de l'eau font partie du fleuve. Le façonnent et sont façonnés par lui. On les distingue bien des habitants des collines ou des plaines plus sèches. Ils sont plus jeunes, souples, translucides, souvent volubiles ou grimpants, mais leur vie est brève. Le ciel dans l'eau. Au fur et à mesure que l'eau est plus calme, on voit sa couleur bleue près de celle des fonds brunâtres, jusqu'à s'apercevoir qu'il s'agissait du reflet du ciel. C'est sur cette image que je conclus donc, cette présentation de David Tresmontant. Merci pour votre écoute.